te laisse peut-être te présenter et puis donner les dernières consignes de micro, de Oui, caméra, s'il te plaît. donc bonjour à tous. Donc moi je suis Camille Quinton, je suis responsable communication sur le CRCDC Normandie. Ce webinaire est enregistré. Donc si vous souhaitez ne pas apparaître, enfin, de toute façon toutes les caméras sont coupées justement pour des questions RGPD. Et donc vos micros sont coupés pour le moment. Et si vous souhaitez intervenir, vous pouvez utiliser la fonction lever la main. Et donc, on vous donnera la parole et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre pendant la présentation s'il y a des questions et sinon, on aura un temps d'échange à la fin de la présentation de Marie-Christine. Merci Camille. Donc bonsoir, Marie-Christine Quertier. Moi, je suis le médecin coordonnateur régional du CRCDC Normandie. Alors, je vais partager l'écran pour la présentation. Fenêtre, hop, il est là. On va démarrer du début. On va entrer en matière. Voilà. Donc, effectivement, ce webinaire vous est proposé dans le cadre. On voit bien le partage, Camille, tu me confirmes? Très bien, merci. Donc, ce webinaire vous est proposé dans le cadre d'Octobre Rose, hein, qui va démarrer dans quelques jours, puisque vous savez que le mois d'octobre est consacré à la promotion, entre autres luttes, enfin, entre autres actions, à la promotion du dépistage organisé des cancers du sein. Et là, je vais donc vous parler du cancer du sein en Normandie. Alors, nous sommes le CRCDC, hein, donc Camille et moi-même, nous représentons le CRCDC. C'est donc le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Vous savez qu'historiquement, nous étions 5 structures de gestion. La Manche, le Calvados et l'Orne avaient des structures très anciennes, 1994 et 1996. Mais c'était une volonté locale, politique, de mettre en place une structure de dépistage des cancers. Et en 2003, premiers plans cancer ont été mis en place sur l'ensemble du territoire national, des structures de gestion départementale. C'est devenu une obligation pour un démarrage des premiers dépistages en 2004. Et donc, en 2004, nous avons commencé sur l'ensemble du territoire national à inviter les personnes à faire des dépistages organisés du cancer du sein. Notre mission et nos missions ont été redéfinies le 1er janvier 2019 dans le cahier des charges de la régionalisation. Donc, il a fallu qu'on s'organise en région. Donc, nous avons réuni les 5 départements en une structure régionale et nous avons gardé des sites départementaux. Donc, vous retrouvez vos correspondants habituels sur les sites départementaux à Caen, Évreux, Saint-Lô, Alençon et Yvetot. Et nos antennes, nos sites avaient gardé les noms de nos structures départementales, donc Emma, Iris Manche, Mathilde, la régie de l'Orne qui est devenue la structure de l'Orne, enfin l'antenne de l'Orne, et DECAD dans l'Eure. De nouveau, un cahier des charges au 1er janvier 2024, nous donnant d'autres, resserrant un peu nos missions, puisque la Caisse d'assurance maladie a repris les invitations. Donc, nous avons perdu cette compétence d'organiser, de mettre en place les invitations au dépistage organisé sur notre région. C'est donc la Caisse qui a repris, mais c'est une reprise à l'échelle nationale, hein. Et nous, on nous a demandé de nous resserrer sur la gestion de la sensibilisation et l'information des populations, notamment les populations les plus vulnérables, pour qu'elles aillent vers les dépistages que nous organisons, à savoir le sein, le col de l'utérus et le colorectal, de gérer la formation des médecins et des professionnels de santé sur tous ces dépistages. Et puis, nous poursuivons ce qui était déjà prévu depuis le démarrage de nos structures, c'est le suivi des dépistages, la qualité du dispositif et de collecter des données pour le pilotage et l'évaluation des programmes. Depuis 2024, depuis le 1er janvier, nous avons aussi une direction commune avec Onco Normandie. Nous sommes voisins, nous sommes dans les mêmes locaux et nous avons mis en commun notre directeur. Maintenant, nous avons le même directeur à Onco Normandie et au CRCDC Normandie. Alors, le dépistage du cancer du sein, je vous ai tout à l'heure mis en place tout début 2004, fin 2003, début 2004 au niveau national, parce que le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme en France. Nous arrivons maintenant à 61 000 nouveaux cas par an en France et 12 100 décès par an également.
Les objectifs, c'est de soigner ce cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements, et notamment la chirurgie, hein, puisque quand on arrive plus tôt dans la maladie, quand la tumeur est de petite taille, on ne va pas avoir les mêmes abords au niveau de la chirurgie, d'améliorer l'information qui est faite aux populations et puis de garantir à chaque femme un accès égal au dépistage sur l'ensemble du territoire avec un niveau élevé de qualité. Le plan cancer, il y avait effectivement la promotion du dépistage, la mise en place du dépistage organisé, mais il y avait aussi la mise en place des RCP, il y avait aussi la labellisation d'établissements autorisés à opérer des cancers, et puis la consultation d'annonces, hein, qui a été aussi décidée dans ce premier plan cancer. Ici, c'est la courbe des estimations nationales de l'incidence et de la mortalité au fil des années, hein. Donc, vous voyez que si l'incidence continue, même si elle est en plateau, elle continue tout de même doucement de monter en termes d'incidence. Là, ça s'arrête en 2018, et en 2018, on était aux alentours de 45 000 nouveaux cas, on est à 60 000 nouveaux cas. Donc, on continue de monter en incidence, et la mortalité, pour autant, elle a tendance plutôt à baisser. Pareil, c'est une baisse qui est maintenant assez douce, mais une baisse quand même. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter le nombre de nouveaux cas de cancer du sein, on les soigne mieux, on en guérit plus, puisque la mortalité va toujours en diminuant un petit peu. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'effet dépistage seul, hein, c'est plutôt les progrès thérapeutiques et la prise en charge sur l'ensemble du territoire avec la qualité que nous évoquions tout de suite, qui permet aux femmes de rester en vie beaucoup plus longtemps. Les facteurs de risque, on a l'âge, évidemment, hein, puisque près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Évidemment, il y a des cancers plus tôt, qui se développent plus tôt, mais ils sont beaucoup plus rares. Ça commence vraiment, on voit l'incidence monter à partir de 50 ans, et puis ça monte, hein, ça fait une courbe, ça monte jusqu'à 60, le sommet, c'est aux alentours de 63, 64 ans, puis ça rediminue pour atteindre un niveau plus bas, vers 75 ans, l'âge auquel le dépistage s'arrête. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas d'autres cancers du sein, mais il y en a moins, la probabilité est moindre, et donc le dépistage va s'arrêter à ce moment-là. Les antécédents médicaux personnels et familiaux, antécédents personnels de cancer du sein, de l'ovaire, on va avoir une surveillance bien codifiée pour ces femmes qui ont déjà eu un cancer. Et puis, s'il y a eu des atypies sur une biopsie précédemment, il va y avoir également une surveillance annuelle pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, de façon à s'assurer que derrière, il n'y ait pas un cancer qui vienne, c'est un facteur de risque supplémentaire, qu'il n'y ait pas un cancer qui vienne s'installer dans le sein de la femme. Les antécédents personnels d'exposition aux radiations, notamment avec le lymphome de Hodgkin, où là, on va avoir aussi un éveil sur un facteur de risque particulier. Les antécédents familiaux de cancer, donc cancer du sein ou de l'ovaire, et là, on va pouvoir se poser la question de prédisposition génétique, notamment s'il y a dans la famille 3 cancers du premier, dans les apparentés du premier ou du second degré, ou s'il y a 2 cancers, mais un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, ou un cancer du sein qui touche un homme, là, on va s'interroger effectivement sur une prédisposition génétique. Et puis le mode de vie, hein, il a été démontré que 40% de la totalité des cancers pourraient être évités si nos modes de vie étaient différents, si on évitait l'exposition au soleil, si on évitait la consommation d'alcool, si on arrêtait complètement le tabac, si on luttait contre le surpoids et si on avait une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. En ce qui concerne le sein, on sait que l'alcool a un facteur favorisant de ce cancer, le tabac également, mais à moindre échelle. Et puis le surpoids et la sédentarité après la ménopause, c'est quand même des facteurs sur lesquels on essaye de lutter quand on rencontre les populations, de donner des messages d'activité physique régulière et de faire attention au poids. Alors, comment ça se passe? C'est donc le public cible, ce sont les femmes âgées de 50 à 74 ans, donc début des invitations au 50e anniversaire, fin des invitations au 75e anniversaire, à condition qu'elle n'ait pas de signes cliniques, bien sûr, ni de facteurs de risque particuliers, de facteurs familiaux notamment. L'invitation, c'est tous les 2 ans par courrier, mail ou SMS. Cette invitation, maintenant, elle est envoyée par la CNAM. Et c'est une invitation à réaliser une mammographie et un examen clinique auprès d'un radiologue agréé.
Il y a une relance qui est prévue à 6 mois, puis une seconde à 12 mois. Et ces relances, elles arrivent sur le compte Amélie de la patiente. Et si la femme ne consulte pas son compte Amélie, elle reçoit un courrier pour rappeler qu'elle a cette mammographie à effectuer. Il y a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie sans avance de frais. Donc, c'est une cotation spécifique qui permet que la femme n'avance pas les frais, mais uniquement sur la mammographie. Si une échographie est réalisée dans le même temps, là, l'échographie sera facturée. Et elle sera remboursée par la caisse d'assurance maladie et la mutuelle, comme tout acte médical. Nous avons une particularité en Normandie, c'est qu'il y a 2 mammobiles. Il y a un mammobile qui circule dans l'Orne, c'est historique. L'Orne a commencé en 1994 et le Conseil général de l'Orne avait décidé d'emblée de mettre un mammobile. Donc, vous voyez, c'est un cabinet de radiologie sur route. Enfin, c'est plutôt un mammographe embarqué dans un camion, dans un semi-remorque, puisque dans l'Orne, il n'y a pas de radiologue, donc on ne peut pas parler de cabinet de radiologie. Mais il y a une manipulatrice radio qui va dans ce SMI avec une secrétaire et un médecin pour faire l'examen clinique. Ce n'est pas un radiologue, c'est un médecin généraliste ou un gynéco qui va dans le camion pour faire l'examen clinique des femmes. Et donc, les femmes sont invitées dans les cantons ruraux à aller dans le mammobile et dans les cantons urbains, elles vont en centre d'imagerie médicale comme toutes les femmes France entière. Et puis, nous avons un deuxième mammobile qui est un dispositif expérimental, lui, avec l'INSERM, qui a sillonné les routes pendant 2 ans des 4 autres départements qui ne sont pas pourvus d'un mammobile. Et l'idée, c'était de faire une étude prospective, randomisée, pour voir si réellement l'apport d'un mammobile était intéressant pour la participation des femmes, et notamment les femmes les plus éloignées du dépistage organisé, les femmes plus vulnérables qu'on a du mal à toucher avec nos campagnes de communication. Donc, vous voyez, ce camion, là, il est équipé d'un mammographe également, mais si vous regardez la photo en bas à droite, c'est un échographe et des écrans de lecture, des consoles de lecture, parce que le radiologue est embarqué. Il y a un radiologue dans ce camion, dans le dispositif, et nous sommes dans la même situation qu'un centre de radiologie. La femme, elle a son examen clinique par le radiologue, elle a son échographie s'il y a besoin d'une échographie, et il y a une interprétation immédiate par le radiologue. La femme repart avec une première lecture d'effectuer, un premier diagnostic, et on lui dit qu'il y aura une seconde lecture derrière, mais elle n'a pas une première lecture différée. S'il y a besoin d'un examen complémentaire, il peut être fait immédiatement. Donc, les mêmes conditions que dans un cabinet de radiologie. Donc, pour l'instant, cette étude est arrêtée. Maintenant, nous en sommes à la phase d'analyse de tous les résultats. C'est l'INSERM qui est en charge de cette étude et qui va bientôt nous rendre ses résultats. Et on verra de quelle façon les pouvoirs publics décident de continuer. Soit on continue à faire tourner ce camion un peu partout sur ces zones, soit on le réserve à des actions bien précises, mais on y reviendra tout à l'heure. L'examen de dépistage en lui-même, c'est l'examen clinique, donc l'inspection, la palpation des seins, et une mammographie avec 2 incidences par sein, face, oblique, externe, et toutes les incidences complémentaires que le radiologue va juger nécessaires. C'est hors agrandissement parce que l'agrandissement fait déjà partie d'un bilan diagnostique. C'est-à-dire que le radiologue peut, quand il fait sa mammographie, décider de faire un localisé, il peut décider de faire de certaines incidences particulières s'il y a une prothèse ou de dégager, il peut faire un profil. Tout ça, c'est compris dans la mammographie standard, mais l'agrandissement fait déjà partie d'un bilan qu'il peut effectuer immédiatement. C'est le bilan diagnostique immédiat, mais il va passer sur une autre partie de sa grille de lecture. Il y a la mammographie standard, puis les examens complémentaires, et l'agrandissement en fait partie. Si aucune anomalie n'est décelée, qu'il y ait bilan ou pas, échographie ou pas, si aucune anomalie n'est décelée, la mammographie vient chez nous, dans les antennes, dans les sites départementaux, et elles sont relues par un deuxième lecteur qui, lui, est reconnu second lecteur, ce qui veut dire qu'il fait une lecture de au moins 2000 mammographies par an. On ne parle pas vraiment de radiologues experts, mais c'est quand même des lecteurs qui sont extrêmement habitués, qui ont un œil très aigu sur la mammographie. Et cette seconde lecture, à l'échelle nationale, elle rapporte, entre guillemets, 6% des cancers. 6% des cancers à l'échelle nationale sont découverts suite à cette seconde lecture. Ce sont donc des images qui ont échappé à la vigilance du premier lecteur ou des images extrêmement subtiles qui n'ont pas été vues en première lecture et qui sont accrochées en deuxième lecture.
vous avez mis ici une photo de notre salle de seconde lecture. Donc, en haut à gauche, c'est le process qui est retenu dans le cahier des charges et qui est effectué au niveau national. Un négatoscope déroulant sur lequel nos salariés, nos agents déposent 90 dossiers à peu près par lecture. Et vous avez en bas les clichés de la vague en cours et au-dessus les clichés de la vague précédente, ce qui fait que visuellement, dès l'instant que le radiologue regarde le dossier, il a aussitôt une comparaison et il peut voir s'il y a une lésion qui est apparue depuis. Sur la tablette, eh bien, ce sont les dossiers que le radiologue remplit, on a des grilles de lecture et il vient confirmer la classification du premier lecteur ou au contraire donner un avis différent et demander des examens complémentaires. Donc, c'est à l'ancienne, ce sont des clichés. On ne travaille pas sur console dans le cahier des charges actuel, alors que tous les premiers lecteurs dans leur cabinet sont sur console. Et nous avons quelques consoles, enfin une console de lecture dans le Calvados. C'est l'image d'en bas à droite. Et nous en avons une dans l'Orne également, puisque nous avons une dérogation pour la dématérialisation des mammographies. On espère que petit à petit, on va pouvoir dématérialiser l'ensemble des mammographies, mais ce n'est pas encore comme ça que les choses se passent. On a une dérogation pour certains sites, mais pas la totalité des sites, puisque c'est encore à titre expérimental. Mais au moins, là, nous sommes dans des conditions de centre d'imagerie avec la même qualité de lecture en première et en seconde lecture. Bon, pour autant, la seconde lecture sur cliché fait ses preuves et je vous ferai voir les résultats tout à l'heure. Un petit rappel sur les classifications BI-RADS, puisque vous savez que les comptes rendus des radiologues doivent toujours avoir en conclusion l'ACR de la mammographie. Donc l'ACR1 et l'ACR2, ce sont des mammographies qui sont soit normales ou il y a des images bénignes, il n'y a rien d'autre à faire, pas de surveillance à prévoir. La mammographie vient en seconde lecture et si elle est confirmée ACR1 ou 2, la femme va être invitée 2 ans après. La CR3, on est sur des images très probablement bénignes, c'est-à-dire que le radiologue n'est pas inquiet, il pense bien que ces images vont rester bénignes, mais il va décider d'une surveillance à court terme, mais qui est bien codifiée. On ne peut pas avoir des délais qui sont aléatoires. Une image probablement bénigne à CR3, si c'est une masse, elle va être surveillée à 4 mois, puis à 6 mois, puis à 2 ans, et on revient dans le dépistage organisé. La dernière surveillance à 2 ans, c'est la prochaine du dépistage organisé, puisqu'on retombe sur les 2 ans. Si ce sont des microcalcifications, on va faire une surveillance à 6 mois, puis à 6 mois, puis à 2 ans. Donc, si vous avez des comptes rendus où on a un ACR3 avec une surveillance à 7 mois, 8 mois, ça ne correspond pas à la réalité. On est soit à 4 mois, puis 6 mois, puis 2 ans, ou 6 mois, 2 ans. La valeur prédictive positive de cet ACR3 est inférieure à 3%, ce qui veut dire qu'une femme qui est classée ACR3, une mammographie classée ACR3, la probabilité que ça devienne un cancer est très faible, inférieure à 3%. L'ACR4, c'est une image qui est indéterminée, suspecte, mais on ne peut pas être sûr que ce soit du cancer, mais pour autant, ça a une tête moins engageante qu'un ACR3. Donc là, le radiologue va souvent faire une vérification histologique. On est plutôt sur ce champ-là de la prise en charge, une vérification histologique, de temps en temps des IRM, mais normalement, ils doivent mettre une aiguille. Vous ne pouvez pas avoir un 4 et encore moins un 5 avec une surveillance. Si vous avez un compte-rendu qui dit 4 ou 5 avec une surveillance, c'est que là, il y a eu un malentendu, il y a eu une faute de frappe. Enfin, ça nécessite de revenir vers le radiologue. Soit il a voulu mettre 4 et puis c'est un 3, mais enfin, ça c'est peu probable. Mais, ou alors il y a une incompréhension dans la conduite à tenir. Un 4, on va vérifier, on ne met pas sous surveillance. Un 5, encore moins. Une ACR5 c'est une image évocatrice d'un cancer. Et là, vous voyez que la valeur prédictive positive est supérieure à 95%. Quand un radiologue met ACR5, on est à peu près sûr que la biopsie va répondre cancer. La classification ACR0, vous la verrez surtout dans les classifications d'attente et en seconde lecture. Un radiologue qui voit une image qui n'a pas été décrite par le premier lecteur, il va classer ACR0 et il va préconiser des examens complémentaires et tout repart chez le premier lecteur qui va convoquer la femme et qui va décider
au vu des observations du second lecteur, de faire tel ou tel examen. Il garde la main sur son dossier. C'est lui qui continue le bilan de la femme et qui est responsable du bilan qu'il va exercer. Je ne vous ai pas mis sur la diapo une dernière classification que vous pouvez voir apparaître dans des comptes rendus, c'est la CR6. La CR6, c'est souvent un spécialiste qui va utiliser cette classification, c'est que la biopsie a déjà eu lieu et qu'on sait que c'est un cancer. On va vous dire, par exemple, consultation aujourd'hui pour un dossier ACR6. C'est donc que là, effectivement, la femme est venue avec sa mammographie, mais qu'elle a aussi le résultat de sa biopsie et que c'est un cancer. Et là, on va passer à la partie prise en charge. J'ai oublié de vous dire que dans la classification ACR0, il n'est pas, c'est pas le plus fréquent, heureusement, parce que là, on sort un peu des recommandations, mais il arrive aussi que des radiologues classent ACR0 et demandent une IRM. Donc ça, c'est dans un second temps. Bien sûr, on n'a jamais l'IRM immédiatement, mais vous pouvez avoir des comptes rendus où le radiologue vous dit, voilà, classification IRM dans la classification ACR0, pardon, dans l'attente d'une IRM. Mais c'est pas dans les recommandations, mais je sais que ça se pratique parce qu'on n'a toujours pas l'IRM dans le bilan diagnostic comme une échographie, comme un agrandissement. Les choses évolueront peut-être. Alors, un petit point sur l'activité dépistage organisé du sein en 2023 en Normandie, enfin donc 2023, 2020 et la vague 2022. Donc, le taux de participation attendu, ce sont les recommandations européennes, hein, c'est 65% acceptable, 75% recommandé. Vous voyez qu'on a quand même un gap important, puisqu'en France entière, on était à 46,5% pour la vague. Il y a une erreur de frappe, ça aurait dû être 22-23. 46,5% pour la France entière. Et notre région Normandie, on est à 54%, et vous avez le détail, 52% en 2022, 56% en 2023. Il y a une différence entre les 2 années. Vous avez la répartition aussi par département. La différence entre 22 et 23, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid. Les cabinets d'imagerie se sont arrêtés pendant nous. Nous avons cessé aussi. On a fermé comme tout le monde, hein, il y a eu le confinement et nous avons fermé pendant 2 mois, un peu plus. Les cabinets de radiologie aussi. Et la reprise a été lente puisque les radiologues se sont adaptés aux consignes, hein. Donc, entre chaque femme, il y avait tout un nettoyage à effectuer plus important que d'ordinaire. On évitait que les femmes soient dans les salles d'attente. Donc, en fait, il y a une reprise très progressive et on a eu une participation effondrée en 2020. Les femmes qu'on a invitées en 2022, puisqu'on invite tous les 2 ans, ce sont les femmes qui sont venues en 2020. Elles étaient peu nombreuses, donc on a invité, on a essayé de lisser un peu les choses, mais ça va prendre du temps. Et donc en 2022, on a eu également une participation plus faible que d'ordinaire qui se rattrape en 2023 et 2024 va aussi être une année un peu creuse, puisqu'on subit deux effets qui viennent se compacter. Le fait qu'on soit sur l'année sur 4 ans du Covid. Donc, ce sont les femmes qui sont venues en 2020 qu'on a réinvitées en 2022 et qu'on réinvite en 2024. Et puis, reprise des invitations par la caisse avec un petit temps de rodage pour les caisses pour arriver à caler tout ça et qu'on retrouve à peu près les mêmes femmes. Donc, on va avoir une baisse de participation en 2024. Vous avez aussi, là, quand vous voyez le nombre de mammographies, après le signe Slatch, c'est les mammographies faites dans le mammobile. Donc, pour les départements Calvados, Eure, la Manche et la Seine-Maritime, ce sont des petits nombres de mammographies. Seine-Maritime, d'autant plus que la campagne n'était pas terminée en Seine-Maritime avec ce mammobile expérimental. Par contre, dans l'Orne, vous voyez que c'est la moitié, un peu moins de la moitié de la totalité des mammographies qui sont réalisées dans ce camion, dans ce mammobile. Là, vous avez la carte de participation par canton pour cette vague 2022-2023. Et les points bleus, ce sont les centres d'imagerie médicale. Donc, vous voyez globalement la participation, hormis quelques exceptions, la participation est plus importante quand on est à proximité d'un centre d'imagerie médicale. Ce n'est pas surprenant puisque ça fait partie des facteurs de cohésion. Et quand une femme habite proche d'un cabinet de radiologie, elle va aller plus facilement
faire son examen que les femmes très éloignées géographiquement. C'est pour ça que notre mammobile normand expérimental, lui, allait à plus de 15 km, 15 minutes, pardon, c'était pas en kilomètres, c'était en minutes, à plus de 15 minutes d'un centre d'imagerie médicale. Il y a donc, vous voyez, notre carte se répartit de cette façon sur la participation. Dans l'Orne, l'effet n'est pas tout à fait vérifié puisqu'il y a le mammobile qui rattrape cette distance au centre d'imagerie médicale et on a certains cantons qui sont très forts en participation, même s'il n'y a pas de centre d'imagerie médicale à proximité. Le centre d'imagerie ne fait pas tout, hein. On a aussi des zones, vous voyez, la côte fleurie, on a des cabinets de radiologie, et pour autant, les femmes participent peu. Alors, il y a des effets plutôt sociaux, des gradients sociaux qui jouent là, avec, on sait bien que sur la côte fleurie, on a une population et très défavorisée et très favorisée, et que la population, ce sont deux parties de la population qui participent le moins bien. Les plus favorisées parce que elles ont eu plus de mal à adhérer à un dispositif plus populaire et gratuit, et elles avaient l'habitude d'avoir. On a eu des témoignages dans ce sens, hein, c'est pas par hasard que je vous dis tout ça, des femmes qui allaient plutôt chez des radiologues euh, qui soit en région parisienne ou autre, ou des cliniques du sein, enfin, qui leur permettaient d'accéder à d'autres soins, enfin d'autres mammographies, sans rentrer dans le dépistage organisé. Et puis les femmes des milieux très défavorisés, qu'elles, on a beaucoup de mal à toucher, à faire venir dans les centres de radiologie. Et ça, c'est vraiment une de nos missions maintenant, c'est d'aller faire de l'aller vers, hein, pour aller chercher ces femmes et les aider à franchir le pas, si elles le souhaitent, hein, bien sûr, hein. On est toujours dans de l'information et puis de la facilitation pour celles qui sont tentées d'entrer dans le dispositif. Mais bien sûr, on respecte leurs souhaits. Quelques résultats sur l'année 2022 uniquement, puisque le recueil de l'année 2023 n'est pas terminé. Alors, en ACR, en taux d'ACR3, ces fameuses surveillances. La surveillance en ACR3, c'est un process qui souvent inquiète les femmes. Quand elles sont en surveillance pendant 2 ans, on a beau leur dire que la VPP est faible, malgré tout, elles se sentent quand même dans une surveillance, donc dans une inquiétude. Et quand la date de la mammo arrive, elles ont toujours l'impression qu'on va leur annoncer que les choses ont évolué. Donc, notre cahier des charges nous impose de ne pas être supérieur à 3%, sinon on serait délétère, on inquiéterait beaucoup trop de femmes. Là, nous sommes plutôt aux alentours de, vous voyez, les départements vont de 1 à 2,5%. Je n'ai pas la moyenne, ça n'aurait pas trop de sens d'ailleurs, puisqu'on n'a pas les mêmes pratiques sur les différents départements, mais ça va de 1 à 2,5. Donc, même le département le plus fort en classification de 5%, ne dépasse pas les 3% d'ACR3. Sinon, bah, on signale, quand on a un radiologue qui fait beaucoup d'ACR3, on a tendance à voir avec lui pourquoi. Est-ce que c'est un biais de recrutement, ou est-ce que c'est sa façon de travailler. On lui propose de venir en seconde lecture, par exemple, pour discuter avec nos seconds lecteurs. Donc, pas trop d'ACR3. Le taux de lecture 2, c'est donc le pourcentage de dossiers qui nous arrivent pour être vus en seconde lecture. Là encore, le but, c'est de ne pas avoir trop de positifs en première lecture, puisqu'on n'a pas lieu de découvrir plus de lésions qu'il faut ou de faire plus de biopsies qu'il faut. Donc, une campagne de qualité doit au moins adresser en seconde lecture 95% des dossiers mammographiques, et c'est le cas dans tous les départements au niveau de la région Normandie. En seconde lecture, nos radiologues ne doivent pas non plus faire un zèle excessif, ils ne doivent pas positiver trop de mammographie, parce que là encore, c'est un sujet d'inquiétude pour les femmes quand elles sont rappelées, quand elles sont reconvoquées. C'est quand même pas anodin pour une femme d'être rappelée, et on ne doit pas excéder 3%. Donc, vous voyez qu'on va de 0,6 à 1,8 selon les départements, donc on est bien en dessous de cette moyenne tolérée. L'incidence des cancers, on est à 8 pour 1000, c'est ce qui est attendu, c'est le niveau national, 8 cancers pour 1000 femmes dépistées. Et dans les cancers de seconde lecture, je vous disais tout à l'heure, ce qui est attendu, c'est 6%. Et dans notre région, on a des départements qui varient de 1,5% à 13%. Et là, 1,5, c'est peu, mais 13%, c'est beaucoup trop, c'est le double de ce qui est attendu. Et donc là, ça signe
et à la fois qu'on a des très bons second lecteurs, mais aussi et peut-être surtout qu'on a des radiologues premiers lecteurs qui comptent un peu sur les seconds lecteurs et qui n'ont peut-être pas été au bout du bilan. Donc, quand les taux deviennent trop importants, de la même façon, on discute avec les radiologues et on voit quelle serait la nécessité pour eux pour revoir un peu leur classification. La taille moyenne des cancers invasifs, on est à 18 mm. On n'est pas sur du tout petit cancer, on est quand même sur une taille. Alors bien sûr, on en trouve aussi des tout petits, mais on est sur une taille moyenne de 18 mm. Et ça, tous les départements trouvent ce type de cancer. Donc, quand on nous dit qu'on opère un peu trop, bah, peut-être pas tant que ça quand même. Et puis, la répartition cancer invasif, cancer in situ, on est à 90% de cancer invasif et 10% d'in situ. Je vous dis ça parce que régulièrement, au moment d'octobre, on a des papiers qui sortent en disant que le dépistage du cancer du sein va surtout révéler des cancers qui peut-être n'auraient pas fait parler d'eux, que peut-être on opère trop de femmes, que peut-être... Bon, moi, je peux entendre tout ça, mais 90% d'invasifs avec une taille moyenne de 18 mm, je pense quand même qu'on rend service et les chirurgiens sont plutôt contents qu'on leur adresse des 18 mm plutôt que des 40 mm. Donc, et les oncologues aussi. Donc, je pense que malgré tout, ces campagnes, même s'il y a quelques faux positifs, même si on fait des biopsies pour rien, dans la mesure où c'est bien expliqué, que c'est bien accompagné et que tout ça est entouré de beaucoup de bienveillance de la part de tous les acteurs, ça reste quand même utile. Alors, la palpation et l'autopalpation, ce qui est recommandé, donc vous avez vu, il y a déjà un examen clinique lors de la mammographie par le radiologue. Et puis, ce qui est recommandé, c'est un examen clinique des seins par un médecin généraliste, gynécologue, ou une sage-femme, tous les ans, dès l'âge de 25 ans. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait passer dans nos messages. Là où on est très demandé, c'est sur l'autopalpation. On nous demande d'animer des ateliers d'autopalpation. On en fait pas mal, notamment auprès des femmes vulnérables, puisque nous, on n'est plus en lien direct avec le grand public. C'est la caisse d'assurance maladie et puis les associations telles que la Ligue qui ont repris cette compétence. Nous, on n'a plus ça. Mais il y a des bustes, vous voyez, c'est la photo en bas de l'écran à droite, des bustes d'autopalpation qui permettent d'apprendre aux femmes à faire cette autopalpation. Alors, j'ai mis forte demande, oui, beaucoup, controverse aussi, puisque voilà, il y a des papiers qui sont sortis comme quoi finalement cette autopalpation elle n'est pas très intéressante et surtout, il ne faut pas qu'elle soit confondue avec un acte de dépistage et qu'elle ne remplace pas l'examen clinique par les professionnels. Nous, on voit dans ces ateliers d'autopalpation, on insiste bien sur le fait qu'il faut un examen clinique par un médecin ou une sage-femme et que ça n'empêche pas la réalisation de la mammographie tous les 2 ans. Mais c'est surtout une façon d'aborder avec les femmes le dépistage et on voit beaucoup plus de femmes sur ces ateliers qui nous posent des questions après sur l'ensemble du dépistage, mais de la santé et de la gynéco en général, que quand on organisait des réunions autour d'un café en disant on vient vous parler du cancer du sein. Là, l'autopalpation, ça intéresse beaucoup. Je vous ai mis aussi un visuel sur l'autopalpation de Santé BD qui est téléchargeable et qui peut intéresser des femmes, notamment quand il y a quelques soucis au niveau de la littératie, de la compréhension, enfin, des publics allophones. Ça peut être intéressant. Alors, puisqu'on en est à la communication, vous savez que l'INCa met à disposition des brochures pour les 3 dépistages pour l'instant pour lesquels nous œuvrons. Et bon, bah, bien sûr, il y a celle sur le dépistage du cancer du sein. C'est téléchargeable sur le site ou on peut le commander sur le site de l'INCa. Il y a les outils santé BD, je vous en ai parlé pour la palpation, mais il y a aussi le col de l'utérus, le cancer colorectal et le sein, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui explique la mammographie. Nos webinaires qui sont sur nos sites, qui ensuite sont publiés sur nos sites. Il y en a eu un en mars pour le cancer colorectal, il y en a eu un en juin pour le cancer du col de l'utérus, et donc ce soir, celui concernant le sein. Et puis quelques actions spécifiques, comme je vous ai dit que notre
notre mammobile normand, pour l'instant, il est au garage. On a réfléchi avec tous nos partenaires sur la façon dont on pouvait le faire vivre un peu et comment il pouvait rendre service aux femmes du secteur. Et donc, il y a 10 journées santé femmes qui sont organisées en Normandie. En tout, il y en aura 10 entre 2024. La première a eu lieu le 4 juillet et puis il y en a en ce moment. Là, il y en a une ces jours-ci, en fin de semaine. Et puis plusieurs dates en 2025 sur l'ensemble des 4 départements qui n'ont pas le Mammobile de l'Orne, avec l'objectif d'accroître le taux de participation aux 3 dépistages pour les personnes éloignées des systèmes de santé. Donc, on va inviter, en fait, on croise nos fichiers entre la caisse et puis nous, nos dépistages, et on invite des femmes qui n'ont pas participé depuis dans les délais qui sont requis pour les dépistages, qui n'ont pas participé ni au col de l'utérus, ni au sein, ni au colorectal. Et on leur propose sur une journée de faire les 3 dépistages. Donc avec l'ensemble des professionnels de santé du territoire, on voit pour qu'il y ait une remise de kit colorectal, qu'il y ait un frottis et qu'il y ait une mammographie dans le mammobile, mais éventuellement il y a une journée, c'est sans le mammobile puisqu'on est à proximité d'un cabinet de radiologie. Et puis, bien sûr, on mobilise les partenaires associatifs pour animer ces journées et que les femmes soient invitées, se sentent en confiance sur ce type de journée. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je regarde l'heure. Je pense qu'on est dans les temps. Oui, très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans la conversation. Je vais arrêter le partage pour voir s'il y a des mains. Hop. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Il y a une question. Une main levée. Il y a Camille. Une main levée, Camille. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Bonjour Camille Marie, je suis médecin en gynéco à l'hôpital de Granville. J'ai une question concernant en fait les examens de dépistage qui sont faits dans le cadre du dépistage organisé. Nous, on reçoit le résultat papier et souvent, ça va être noté, par exemple, que l'examen a été classé ACR4 ou ACR5 et ça va être noté prévoir une biopsie, merci de contacter votre patiente. Sachant que nous, en général, on reçoit l'examen bien après et je ne sais jamais trop dans ce cas si c'est à nous d'organiser la biopsie ou si elle est organisée d'emblée par le second lecteur. Alors, je rappelle systématiquement les dames, mais je trouve que c'est un peu flou pour moi l'organisation une fois que c'est pathologique. Alors, vous parlez de seconde lecture ou de première lecture ou les deux là, en l'occurrence? Alors, de seconde lecture, moi, c'est le résultat que je reçois qui est souvent, je pense que c'est souvent signé par vous, je crois. Oui. Et ça note d'organiser la suite de la prise en charge une fois que ça a été Voilà. lu par les 2 médecins. Alors, en fait, quand il y a la première lecture, la femme a eu comme message de son radiologue que pour lui, il n'y avait rien et que ça venait à la structure pour une seconde lecture. Le second lecteur, s'il accroche l'image, il va renvoyer au premier lecteur et c'est le premier lecteur qui va convoquer la patiente et va lui faire son examen. Donc, normalement, il est censé, je dis bien censé, il est censé donner le résultat définitif à la patiente. Donc, si elle revient à CR5 ou à CR4, il doit lui expliquer qu'il a vu après coup, grâce aux examens complémentaires qui ont été réalisés, qu'il y avait une lésion qui était à biopsier, et il doit tout organiser et il doit vous prévenir. Voilà. Et après, il nous envoie un compte-rendu parce que nous, on est obligés, enfin, c'est notre mission, hein, c'est pas une obligation, mais c'est notre mission et c'est notre cœur de métier, c'est d'assurer le suivi. Donc, comme on ne sait jamais, nous, si le médecin a bien été prévenu de la suite, parce que il ne doit pas biopsier sans vous prévenir. Les bonnes pratiques, le radiologue devrait vous appeler, vous dire, voilà, moi, j'ai une image qui est ACR5, est-ce que je biopsie? Est-ce que vous la reprenez en charge? Normalement, il y a une entente, mais on sait très bien que dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça. Soit le radiologue va prendre l'initiative, va donner un rendez-vous de biopsie à la femme dans la foulée et vous allez être destinataire du compte-rendu à NAPAT. Soit il va vous la renvoyer
en vous appelant ou pas d'ailleurs, mais selon les radiologues, on va avoir des pratiques différentes. Et nous, on reçoit dans un second temps seulement, et des fois même après l'avoir réclamé. Des fois, au bout de 15 jours, 3 semaines, je vois rien venir, et je rappelle le radiologue en lui demandant de m'envoyer un compte-rendu, et je découvre que la femme était 5. Et dans ce cas-là, je vous envoie un courrier, c'est une sécurité. Le fait de vous envoyer le courrier, c'est pour avoir ce rattrapage au cas où les choses n'auraient pas été bordées complètement et que l'information vous ait échappé. C'est pour vraiment vous remettre dans la boucle. Donc, à partir de là, tout dépend si vous avez déjà été appelé, mais après, vos correspondants, vous les connaissez. Il y a des correspondants qui appellent systématiquement, puis d'autres un peu moins. Donc, effectivement, le mieux, c'est quand même d'appeler la femme, savoir si les choses ont été faites. Si dans votre dossier, vous n'avez rien, si vous n'avez pas de résultats de biopsie. Des fois, la biopsie n'est même pas adressée au médecin. Moi, quand je reçois la biopsie, je me rends compte que vous n'étiez pas dans la boucle. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe comme circuit. C'est vraiment radiologue dépendant, alors que les choses devraient être claires. Mais ça, il faut qu'on fasse régulièrement des rappels de bonnes pratiques pour que les médecins ne soient pas oubliés dans cette boucle-là. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de vous remettre systématiquement dans la boucle. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une autre main levée. J'ai PE comme initiale. Valérie Primet. – Alors oui, bonjour, je suis Valérie Primet, je suis chargée de mission Bonjour. prévention CPTS Ornest. J'avais une question sur les journées santé femmes en Normandie dont vous avez parlé, les 10 journées. Est-ce que vous avez des lieux déjà prédéfinis? Est-ce qu'il y a une liste qui existe ou voilà, sur quel territoire vous vous positionnez pour ces journées? Alors oui, les lieux sont déjà définis. Alors là, du fait des... Là, je l'ai pas avec moi. Et puis du fait du changement d'outils. Donc par contre, elles sont sur notre site. Sur le notre site, site ouais. internet. Voilà, vous pouvez aller voir sur notre site et là, vous allez trouver toutes les informations. Et il y aura les dates avec et Il y a tout. Voilà, et tout à fait. est-ce que vous avez besoin d'une communication justement sur ces journées que nous, on transmette aux professionnels de santé pour qu'ils communiquent auprès de leurs patients ou... En fait, il y a un groupe. Alors, c'est notre. On a une chargée de mission au sein du CRCDC qui est commune avec Onco Normandie, qui est en charge de ces journées. C'est une chargée de mission publique vulnérable. Et donc, il y a tout un petit comité d'organisation en amont de l'action avec les acteurs caisses d'assurance maladie, puisqu'ils vont éditer des invitations, les acteurs associatifs du territoire. Vous pouvez éventuellement vous mettre en rapport avec elle. Je ne sais pas si ces coordonnées apparaissent sur notre site, Laurence. Bonne question. On va vous le mettre avec, le webinaire ou alors on va vous mettre dans le. Peut-être si tu peux le mettre dans le fil de la conversation, le mail de notre chargé de mission publique Oui, je peux bien. vulnérable. Comme ça, voilà, on vous le met dans le chat, comme ça vous allez pouvoir la contacter si vous le souhaitez. Oui, Par parce que mail. nous, c'est important aussi qu'on sache sur notre territoire quelles sont les actions qui Bien sont sûr. menées pour pas faire double emploi non plus sur le même secteur ou sur le même village. Et Pas de qu'on souci. puisse le transmettre aux gens du secteur. Voilà. Donc, vous pouvez déjà regarder sur le site. Sur le site, Et oui. puis là, on vous met les coordonnées de Laurence Mézania, qui est notre chargée de mission. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Il y a Mariette qui va intervenir. Mariette. Maria, bonjour, vous m'entendez? Maria, pardon. Oui, très bien. Responsable qualité, norméliste, radiologie. Vous nous parliez tout à l'heure de l'agrandissement qui n'était pas pris en charge par la sécurité sociale à 100% par la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous cotez en fait pour cet agrandissement puisqu'on peut le... Alors, j'en ai Oui. aucune idée. D'accord. J'en ai aucune idée parce que moi, je ne m'occupe pas de la cotation. Mais dans les textes, c'est la prise en charge pour la mammo standard. L'agrandissement faisant partie du bilan diagnostic immédiat, comme l'échographie. Pas l'échographie pour densité, mais en fait, il y a deux parties dans l'examen. Je dis pour les autres, madame, parce que vous connaissez forcément, mais en fait, l'examen, c'est les 4 clichés standards, et puis il peut y avoir un localisé. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'examen standard. Si il y a une suspicion de microcalcification, le radiologue doit faire ce qu'on appelle un bilan diagnostic immédiat, et il fait un agrandissement, mais c'est un
deuxième temps dans l'interprétation et donc dans la prise en charge. Mais je ne connais pas du tout la cotation pour cet agrandissement. Ça, il faudrait vous rapprocher de la caisse pour le savoir, mais c'est comme l'échographie, c'est une cotation à part, quoi. C'est pas. Alors, c'est pas certain que ce soit une cotation à part. En fait, faire des clichés complémentaires ne change rien à la cotation d'une mammographie bilatérale. C'est la même cotation, mammographie bilatérale, quel que soit D'accord. le nombre de clichés. La seule différence entre uni et bilatéral. Sauf que, alors, du coup, là, vous ne comptez pas, vous ne facturez pas d'agrandissement à la femme. Pas du tout, c'est exactement le même tarif, Ah bah, comme dans écoutez, un tant mieux. dépiste. Donc voilà, donc c'est Bon, pas, tant mieux c'était pour au la femme. cas où ça puisse mettre le doute pour Oui. ceux qui entendaient. En fait, Oui. il n'y a pas de complément de rémunération, qu'on fasse ou pas des clichés complémentaires. Alors, c'est curieux que le cahier des charges soit écrit de cette façon, mais c'est très bien pour les femmes, hein. Déjà Alors que en fait, certaines. quand c'est Ouais. juste des compressions localisées, c'est qu'en fait, ça fait pas partie d'un bilan complémentaire, alors que l'agrandissement Non, est un voilà, cliché complémentaire. c'est ça, c'est ça. Et Mais est-ce que vous pouvez par contre, nous rappeler si quand on fait revenir un patient pour une deuxième lecture, parce que le deuxième lecteur a positivé, quand on fait revenir la dame, là encore, on ne code pas de mammographie. ça dépend des pratiques. Je pense que vous êtes autorisé à coter, mais c'est vrai que la plupart ne font pas de cotation, puisque Voilà, ça non, fait partie, pour eux, ça fait partie du premier examen. Mais ça arrive, hein, puisqu'il y a des femmes qui font leur bilan ailleurs, ou qui changent de professionnel de santé, même à l'intérieur du cabinet. Et je sais qu'il y a il y a même des femmes qui ont refusé de faire leur bilan parce que ça allait leur coûter, leur coûter, parce qu'elle n'avait pas de mutuelle. Et dans ce cas-là, elle se mettait en contact avec moi. Moi, j'appelais le radiologue. Enfin, on se débrouillait. Donc, ça dépend des lieux. Mais c'est vrai que beaucoup considèrent que c'est le même examen. La seule obligation que vous ayez, c'est quand c'est ininterprétable. Où là, on ne refacture pas, puisque les clichés, quand ils sont vus en seconde lecture, ils sont qualifiés d'ininterprétables. C'est rare, hein. On est à moins de 1% des dossiers. Donc, c'est vraiment, on est à 0,6% des dossiers qui sont classés ininterprétables. Et dans ce cas-là, l'engagement du radiologue, c'est de les refaire sans nouvelle cotation, puisqu'on considère que le travail n'a pas été complet au départ, quoi. Mais sur le bilan, sur le BDD, vous auriez la possibilité de le coter, mais c'est vrai que beaucoup de radiologues considèrent que ça fait partie du même acte, et pour les femmes, c'est vrai que c'est plutôt agréable, quoi. Enfin, plutôt agréable. Et déjà, elles subissent la reconvocation, donc elles apprécient de ne pas être facturées. de la même façon, on pourrait avoir le même raisonnement sur les agrandissements, qui font aussi partie de la mammographie initiale. Oui, alors je pense que si vous n'avez pas de cotation, ça entraîne de facto une non, enfin vous facturez pas, mais ça pourrait être facturé. Merci. Merci. Alors, Maxime Arnaud. Maxime Bonjour. Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis le docteur Arnaud, donc je suis médecin à Napat chez Normapat à Rouen. Moi, j'ai une question très simple qui rejoint un petit peu la première question qui a été posée, c'était sur le circuit des patientes et pour éviter les perdus de vue. Euh, donc, quand il y a un geste biopsique d'organiser, ce n'est jamais dans le temps de dépistage. Il y a toujours une deuxième convocation chez un radiologue. Pas toujours si le radiologue, parce que heureusement, hein, la plupart des images sont vues en première lecture. On n'a que quelques pourcents. Vous avez vu, on est à 6, en gros à 6% des cancers qui sont dépistés grâce à la seconde lecture. Sinon, tout le reste, c'est fait en première lecture. Donc, le premier lecteur va conclure sa mammographie à CR4, à CR5 et va décider d'une biopsie. Et dans ce cas-là, rarement il l'a fait de façon immédiate, ça arrive, mais c'est exceptionnel. En général, la femme est reconvoquée dans la semaine, dans les 10 jours qui suivent. Donc, il a le temps d'appeler le médecin traitant. C'est exceptionnel que ça soit fait d'abord parce qu'il faut que la salle soit libre. Enfin, ça alourdit les choses. Et puis parce que la femme, c'est Ouais, bien ouais. aussi qu'elle ait un petit temps Bien sûr, bien sûr. pour digérer tout ça. Mais ça arrive, hein, que Donc, des dans femmes. l'immense majorité des cas, on est sur un second temps. On est sur un second temps, pas forcément un second temps radiologique, mais un temps technique qui va suivre la Ouais, ouais. radiologie et à quelques jours. En tout cas, normalement, le radiologue a le temps d'appeler le médecin traitant et d'organiser les choses avec le médecin traitant ou le gynéco.
Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Il n'y a pas de questions dans le chat. Non. Il y a d'autres points qui nécessiteraient d'être précisés ou complétés? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'effectivement, nous, on arrête à 75 ans. On n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Les invitations s'arrêtent à 75 ans. C'est pas toujours bien vécu dans la population, puisque les femmes à 75 ans, maintenant, surtout si elles se sont fait dépister régulièrement, elles sont habituées à cette technique. Et puis c'est des femmes qui sont bien incluses dans la prévention et donc qui auraient envie que ça continue. Donc, vous avez le droit, bien sûr, de continuer à leur prescrire une mammographie. En tout cas, la palpation, c'est peut-être là où la palpation est d'autant plus intéressante, la palpation régulière, c'est après 75 ans parce que il y a moins de cancers, beaucoup moins de cancers, mais ce sont des cancers de moins bon pronostic parce que dépistés trop tard. On avait fait une étude pour Oco-Normandie justement il y a un an, et ce qui ressortait de toutes les situations qu'on avait regardées dans la littérature, c'est qu'après 75 ans, et notamment vers les 80 ans, on a des cancers dont les femmes ne guérissent pas, mais parce qu'on arrive tard et parce que cette palpation a été abandonnée, et alors que les seins sont assez faciles à palper, sont moins denses, donc c'est un petit peu dommage. On pourrait garder cette palpation et cette autopalpation, on pourrait l'enseigner aux femmes plus âgées, plus que chez les très jeunes. Il y a une main levée. Oui. Jeannot, bon, j'ai que le nom. Il y a une main avec un J, Jeannot, c'est ça? Par contre, le micro n'est... Oui. Ah, allez-y. Non, il n'y a pas de... Il y avait une main levée, vous avez peut-être un souci de micro, je ne sais pas. Monsieur ou Madame Jeannot, vous pouvez intervenir. Intervenir, si vous avez un souci de micro, vous pouvez écrire dans le... Alors sinon, on va passer à la question qui est dans le chat. Pouvez-vous nous dire où on en est sur la discussion d'avancer l'âge du dépistage dès 40 ans, s'il vous plaît? Alors, les recommandations européennes avanceraient à 45 ans. Hein. Ça commence à bouger un peu pour démarrer plus tôt. Pour l'instant, nous, on n'a pas le feu vert du tout des autorités publiques et nationales. Donc, voilà, on continue à 50 ans. Et à vous de voir en fonction des facteurs de risque de la femme, à partir de quel âge vous souhaitez démarrer. Mais ça ne sera pas dans le dépistage organisé, ça restera bien en individuel. En tout cas, en l'état actuel. Hein. Notre cahier des charges vient d'être modifié. Ce n'est pas pour tout de suite. Si ça doit bouger, ça ne va pas arriver tout de suite. Si on est amené à avancer l'âge, ben on vous fera une communication, évidemment, rapidement pour vous prévenir, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout, on n'en est pas du tout là. On est plutôt régulièrement à entendre des papiers lire des papiers qui nous disent qu'on fait trop de dépistage, du surdiagnostic, et bon, mais pas tant d'avancer l'âge. Alors, il y a des études, par contre, qui sont en cours. Hein. Il y a notamment une étude européenne, hein, MyPeps, qui étudie selon le pronostic, enfin, selon le facteur de risque, en prenant plusieurs grilles et en faisant, pour les femmes à risque, en faisant des prélèvements salivaires pour avoir un point génomique sur lequel s'appuyer, qui vont déterminer des classes à risque et qui vont proposer des dépistages différents, mais c'est en cours, hein, c'est encore beaucoup trop tôt pour avoir les résultats, ce qui fait qu'il y a des femmes qui n'ont aucun risque, on leur fait une mammographie, on les revoit à 4 ans au lieu de les revoir à 2 ans, d'autres on les maintient à 2 ans, d'autres elles passent à 1 an en fonction de leur facteur de risque, et tout ça est étudié
de façon à pouvoir vérifier la validité de ce genre de dépistage. Mais il est possible que dans les 5-10 ans à venir, on dépiste de façon complètement différente les femmes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on va être obligé de vous quitter dans les 2 minutes. Non, rien d'autre? C'est ça, au niveau du dépistage organisé surtout. Et mettre en place des journées, mais alors c'est pas encore déterminé, entre 2024 et 2025, sur tout ce qui est des hauts, tout ce qui est... Il y a des micros qui sont restés ouverts. Les traitements hormonaux pour le PMA, par exemple, sont un facteur de risque. Savoir quand est-ce que c'est, moi je le saurais, je l'ai Tiffany. Les traitements hormonaux. Alors, les traitements hormonaux sont effectivement sont considérés comme facteurs de risque, mais ils ne sont pas un facteur suffisant pour ne plus en donner. Par contre, comme vous le savez, on a limité la durée des traitements hormonaux. Et alors, j'espère que je réponds bien à la question parce que j'ai pas lu l'intitulé. J'ai vu traitement hormonaux, mais tout traitement hormonal entraîne un léger sur-risque, mais il faut voir la balance bénéfice-risque en résumé, quoi. Et par exemple, pour les traitements hormonaux substitutifs au moment de la ménopause, on les fait que s'il y a une nécessité. Et après, bien sûr, mais ça, c'est des choses que vous savez déjà, avec l'interrogatoire sur les antécédents, et puis en faisant bien une surveillance, puis on essaye de limiter le traitement. On n'est plus sur les traitements comme on donnait auparavant pendant très longtemps. Maintenant, on essaye de limiter à 5 ans la prise de ces traitements, mais il n'y a pas de raison non plus qu'on prive une femme sans facteur de risque particulier d'un traitement si elle en a besoin au moment de ce passage un peu délicat de la ménopause. Si elle vit très bien sa ménopause, on n'est pas obligé d'en donner, c'est évident. Mais vous voyez, c'est un dialogue singulier avec la patiente, et c'est un léger sur-risque, mais qui ne justifie pas qu'on ne fasse pas qu'on ne donne pas de traitement. Écoutez, on va vous remercier beaucoup pour ce temps et ces échanges. Et puis, le webinaire sera disponible en replay sur notre site. Eh bien, très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Le CRCDC reste toujours à votre disposition. Un petit coup de fil, un mail au CRCDC si vous avez la moindre question, ou par l'intermédiaire de notre site. Et puis, ce type d'échange peut se prolonger au fil de l'année quand vous avez des questions qui se posent à vous. Il n'y a aucun problème. À votre disposition. Au revoir. Merci. Au revoir.